Je vais vous expliquer rapidement d'abord un peu le concept de Community Land Trust. C'est en gros un modèle de gestion foncière qui vise l'accès à la propriété principalement de ménages à faible revenu dans un cadre qui est extrêmement participatif, à comprendre justement au sens de l'empowerment, c'est-à-dire de l'implication dans son projet d'habitat, mais aussi dans la vie de son quartier et dans son application citoyenne à la politique de production de la ville et du sens commun, et qui repose sur un certain nombre de mécanismes antispéculatifs. Donc il y a toute une série de choses et d'outils qu'on retrouve dans les coopératives suisses et dans d'autres modèles de par le monde. Avec le temps, le modèle s'est diffusé, s'est diversifié, c'est progressivement attaché à offrir aussi une production de logements, et puis est arrivé comme une offre de logement dans les villes. Et aujourd'hui, il y a environ 250 Community Land Trust aux États-Unis. Et donc, ce modèle-là, à la fois par l'analyse de bon crédit, à la fois par la baisse des prix d'accès et par toute la cohésion de mouvements à caractère coopératif, on va dire, ont permis de solidifier et d'ancrer et de maintenir les gens dans leur habitat. Quelque part, si on veut faire le parallèle avec ce qui était ce matin, tu étais là ce matin, tu as vu le travail que développe la FPLC, la Fondation pour le Logement Social, fait de l'acquisition de foncier pour ensuite mettre à disposition d'acteurs à but non lucratif. Finalement, le travail du Community Land Trust, il est assez comparable à ça, à certains égards, ou quelles sont les nuances là-dessus? La chose qui est importante, c'est que ce n'est pas une autorité publique qui donne une concession au Community Land Trust pendant X temps, c'est bien le Community Land Trust qui se débrouille pour acheter le sol et lui-même le mettre en droit d'usage à une coopérative, à la promotion de différentes formes de projets d'habitat. Donc là, il y a un objectif d'acquérir le sol, et là, il y a un pacte important au niveau du Community Land Trust qui est de ne jamais revendre ce sol, de ne jamais l'utiliser comme une base spéculative. Donc il s'engage à ne jamais le revendre et il s'engage à respecter, on va dire, un cahier des charges de mise à disposition sociale et si possible écologique, etc. Pour tout ce qu'il va produire sur ce sol. On s'est rendu compte que sans mécanisme antispéculatif à la sortie, c'était beaucoup de dépenses publiques et beaucoup de dépenses associatives pour contenter une génération de précaires. Mais très vite, les prix remonteraient derrière et il faut tout recommencer avec des prix qui ont augmenté. Et c'est là où on est arrivé à définir un intérêt pour des formules de revente originales, pour ces mécanismes antispéculatifs, et donc finalement une vision de la gestion foncière en amont de l'enjeu de la production sociale de logement. Mais il y a 2-3 grands principes. Le premier principe, c'est que ça repose sur un démembrement du sol et du bâti. Le Community Land Trust reçoit des subventions ou des subsides, je vous dis subventions, publics qui lui permettent d'acheter le sol, neutraliser la valeur foncière. Et notre objectif, c'est que les gens ne remboursent comme emprunt hypothécaire sur 25 ans avec on va dire une banque sociale, un financeur social qui offre des taux d'intérêt très faibles, sur 25 ans, à hauteur de 30% des revenus au moment où les gens contractent l'emprunt. Et donc on touche un public qui normalement n'a pas accès à la propriété, grosso modo. Ensuite, quand la personne revend, eh bien, elle repart avec l'investissement, c'est-à-dire ce qu'elle a investi soit en apport propre, soit en remboursement hypothécaire, moins les intérêts, bien entendu, et 25% de la plus-value. 75% de la plus-value restant, 6% sont ponctionnés par le trust pour ses frais de fonctionnement, comme un agent immobilier, on va dire, et les 69 restants sont déduits du prix de vente au suivant. Et le concept fondateur de ce modèle-là, c'est l'internalisation de la plus-value foncière. Donc ça, je pense qu'il faut peut-être traduire ça. Qu'est-ce que ça veut dire internaliser la plus-value foncière? Parce que je pense que c'est ça l'outil qui, sur 50 ans, 100 ans, qui sont les durées sur lesquelles on peut analyser ce genre de projet-là, nous permettent d'avoir une transformation sociale massive, si on regarde en arrière sur le type de gestion urbaine qu'on peut développer. Le principe, c'est on récupère ce qu'on a investi et 25% de la plus-value. Il y a encore une relation au prix du marché, c'est-à-dire qu'on introduit chaque fois un différentiel par rapport à l'évolution du prix du marché. C'est le poids de référence à partir duquel on partage. Ce n'est pas sur la forme d'habitat et de cohésion stricte du projet d'habitat qu'il est ici question. Ça reste quand même un tremplin pour des gens qui sont exclus simplement du marché, qui sont en gros juste tenus de payer des loyers exorbitants pour avoir
des taudis, et c'est sortir de ça et avoir une capacité d'investissement à terme et laisser libre la personne de l'investir à gauche ou à droite. Et c'est pour ça que cette référence au marché reste quand même intéressante. C'est à la fois libéral et communiste, quoi. Ce qui est particulièrement intéressant là-dessus, c'est que on a une forme de partenariat public-privé habitant assez original qui se joue sur le foncier, qui se joue à cette étape-là de l'acquisition foncière, où déjà à ce niveau-là, on va définir un niveau de partenariat dans lequel on va avoir une série d'acteurs, mais qui ont une maîtrise totale du sol à perpétuité. Il y a une des slides qui montre le conseil d'administration qui est là, de la structure, est composé de 3 tiers. Un tiers, les pouvoirs publics qui amènent quand même le fric pour acheter le sol et créer l'accès socialisé au logement. Un tiers, les propriétaires occupants. Et un tiers, des représentants de la société civile des quartiers. Ce qui veut dire qu'il y a une possibilité d'ouvrir un dialogue sur les enjeux de la gentrification, sur les besoins d'un quartier, à partir d'une volonté, d'une réponse sociale au quartier. Et donc, il y a ici personne qui a un pouvoir majoritaire non plus. Ce n'est pas un programme public, parce qu'ils n'ont qu'un tiers du pouvoir. Mais ce n'est pas non plus un programme privé d'une coopérative qui aurait tous les droits sur le futur de son habitat, parce qu'il est ouvert au quartier. Et donc, c'est très important, cette gestion tripartite. Et c'est à travers un mode de gestion et de gouvernance comme celui-là qu'on se rend compte que ce n'est pas uniquement un projet d'habitat, mais bien un projet de développement de quartier et je pourrais dire, de développement à la politisation des individus dans l'action sur leur cadre de vie. Vous imaginez le fonctionnement de ces conseils des Community Land Trust avec les futurs acquéreurs, propriétaires, on dirait les coopérateurs ici, qui n'ont qu'un tiers des voix, si j'ai bien compris, les pouvoirs publics un tiers. Quelle dynamique il peut y avoir, quel risque vous y voyez? Je dirais, le modèle ici est moins intégré, mais il y a une sorte de clarté dans le sens où, en général, la mission d'acquérir le foncier est celle des pouvoirs publics. La mission de développer le bâtiment et la vie qui va avec est celle de la coopérative. Et déjà au sein des coopératives, on a une belle diversité, puis on a des belles assemblées générales avec des beaux débats, des belles contradictions parfois. Alors je me dis, mais est-ce que c'est plus dynamique de le faire au sein de la coopérative que de le faire à 3 partenaires? C'est pas si évident que ces 3 blocs homogènes les uns contre les autres. Et donc, à un moment donné, on va voir ce que ça donne. Mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'y a pas une possibilité de faire un bloc littéral qui bloquerait complètement la situation. On n'est pas en train de parler ici des décisions sur, je ne sais pas moi, la gestion des ordures dans un immeuble, ce qui pourrait être un enjeu pour une coopérative dans sa gestion quotidienne. On est à un autre niveau. Au niveau de ce conseil d'administration, c'est bien sur les options de développement, d'achat foncier que ça joue. C'est comment est-ce qu'on peut échanger de l'expérience, comment est-ce qu'on peut transférer des modèles là-dessus. Donc comment est-ce que vous y êtes pris? En termes, pour expliquer déjà un peu des éléments du transfert, on a eu la chance d'aller en petite délégation de bruxellois, voir ce modèle et de revenir à Bruxelles avec l'ambition ferme de le développer. J'ai eu la chance de travailler une semaine après mon retour de cette visite pour le ministre du Logement comme conseiller, ce qui m'a permis de lui dire, de le convaincre à l'interne de lancer une étude de faisabilité là-dessus, pendant que le secteur associatif faisait tout un lobby pour dire on veut un Community Land Trust ici. 2 ans plus tard, à la réception de l'étude de faisabilité, qui était vraiment une recherche-action, on avait modélisé les bases de ce qui pouvait être alors un Community Land Trust vécu à l'échelle de la région bruxelloise, c'est-à-dire du Grand Genève, on va dire. Le ministre a été cohérent jusqu'au bout. Il a mis les moyens de fonctionnement, débloqué des premiers moyens d'investissement. Et alors qu'on n'était pas encore du tout prêt sur tous les détails du modèle, il nous a donné des frais de fonctionnement. Il a inscrit la reconnaissance du Community Land Trust dans la loi sur le bail, sur le code du logement, qui est notre cadre législatif. En 3 ans de temps, on est dans la loi. On est inscrit dans un programme durable du gouvernement de production de logements comme une des petites alternatives à développer, à quand même laisser un petit espace. Et nous, voilà, maintenant on essaye de bricoler notre modèle en temps et en heure. Je pense que ce qui est important, c'est de voir que la politique publique se rend compte qu'entre le tout privé ou le tout public, eh bien, il n'y a pas un blocage. Finalement, c'est un gain
d'argent pour elle aussi que de doter simplement une neutralisation foncière pour sécuriser la possibilité de lancer des promotions d'habitat à moindre coût. Donc elle ne devient plus l'opérateur du logement social et de la production totale. Et donc de ce point de vue-là, ça peut à terme quand même être un outil de relance de la production de logements à caractère social. Nous, on travaille pour l'identification et la promotion des bonnes pratiques dans le domaine du logement dans le monde. Et on fait ça à travers plusieurs activités, mais une de nos activités principales, c'est l'organisation du Prix mondial pour l'habitat en collaboration avec l'ONU. Et c'est par exemple le même prix qui a été donné au projet américain de CLT, dont vous avez entendu parler. Et en fait, ce prix fait qu'on identifie et on peut après promouvoir plusieurs projets qui ont des caractéristiques, qui les rendent durables et qui ont des caractéristiques qui peuvent se transférer à d'autres pays. Un des projets qui a gagné le prix, c'est le projet de FUCVAM en Uruguay. Et en fait, FUCVAM, c'est la Fédération uruguayenne de coopératives d'habitation par aide mutuelle. Et justement, comme ce projet est un projet coopératif, cette année, ça a été une question justement de transférer ce modèle à d'autres pays. Ils ont été reconnus par le Centre coopératif suédois comme une entité qui a vraiment réussi à élargir leur mouvement coopératif. Et c'est un très bon partenaire pour pouvoir élargir ce mouvement dans le monde. Vous avez primé la Fédération uruguayenne de coopératives. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait vraiment d'intéressant dans ce modèle des Uruguayens, et puis qu'est-ce que peut-être nous on peut en apprendre ici en Suisse? Il faut commencer par dire que FUCVAM n'est pas seulement une fédération de coopératives, mais c'est aussi un mouvement social. En fait, c'est le plus ancien mouvement social en Uruguay qui s'occupe de questions urbaines et questions d'habitat. Et maintenant, en fait, cette fédération inclut 500 coopératives à peu près, ce qui est l'équivalent de 25 000 familles. C'est à peu près 3% de la population qui habite dans des maisons coopératives associées à FUCVAM. Et donc le premier, c'est le principe de l'aide mutuelle et avec l'assistance technique. En fait, l'aide mutuelle, c'est le fait que chaque membre de la coopérative, au moment de la construction, doit contribuer, doit mettre 21 heures de travail par semaine. Et il n'y a pas que de l'assistance technique au niveau de la construction, mais de l'assistance juridique, de l'assistance dans tous les domaines qui sont nécessaires à éventuellement obtenir des maisons. Une des autres caractéristiques, c'est l'autogestion de toutes les ressources. Donc tout ce qui a à voir avec la coopérative est décidé au sein de la coopérative et est fait de façon démocratique en fait. Un autre des principes de base, c'est la propriété collective. Et quand quelqu'un quitte la coopérative, il obtient l'argent qu'il a mis pour payer la coopérative et une somme qui est l'équivalent de sa contribution en tant que travail, mais après, la maison revient toujours à la coopérative. FUCVAM est aussi un mouvement social, et en fait, ils se sont consolidés autour de la lutte pour la loi nationale de l'habitat en Uruguay et la fondation, la création d'un fonds des terres par l'État. À travers ce processus de mobilisation sociale, ils ont obtenu de l'État une obligation de fournir les prêts pour pouvoir acquérir les terrains et construire. Ils ont aussi obtenu l'obligation de l'État d'identifier des terrains. Et ce n'est pas n'importe quel terrain, ce terrain doit avoir tous les services appropriés. Bon, après, les coopératives s'organisent pour repayer le prêt à l'État. Mais si quelqu'un ne peut pas payer, l'État a l'obligation de subventionner la différence et de vérifier que la famille ne peut vraiment pas payer. C'est un modèle qui circule dans toute l'Amérique latine à l'heure actuelle et qui a influencé une série de gouvernements nationaux dans ce sens-là. Alors, est-ce que tu peux essayer de qualifier un peu cet impact transformatif à l'échelle de l'Amérique latine de ce modèle-là? Comment est-ce qu'il a été disséminé et puis l'impact, où est-ce qu'il est répliqué actuellement? Ça a été répliqué au Brésil, au Paraguay, en Bolivie, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala et partiellement au Venezuela, Argentine, Chili, Équateur, Pérou, Costa Rica, Haïti, Cuba. Donc c'est vraiment en train de se répandre et en fait, nous on a primé ce transfert parce qu'il est innovant de plusieurs façons. C'est vraiment un travail de réfléchir et de
prendre ces principes et de les adapter aux conditions locales avec les résidents et aussi avec les techniciens qui vont assister le processus. En fait, c'est une série de visites. D'abord, Fugvam va visiter le pays partenaire, explique le modèle et comment ça se rend compte de la situation locale et aide la mise en place du système, aide vraiment la construction, la mise en place d'un processus de loi, d'un système de financement, et il reste là pendant plusieurs mois parce qu'un des aspects qui est important du transfert, c'est que c'est vraiment fait en collaboration avec les gens qui vont vraiment vivre dans les coopératives. C'est eux qui approprient et adaptent le modèle. Ça a mené à des différents résultats qui ont été très variables. C'est un processus qui ne s'arrête pas juste après le transfert. Et maintenant, il y a aussi des mini-Fugvam, enfin les Fugvam des autres pays, qui commencent à faire des transferts. Il y a l'idée de faire des transferts dans d'autres pays aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qui se réplique. Pete, si tu es d'accord, de nous expliquer un peu le lien qu'il y a eu historiquement entre Abicop et la CODA et d'expliquer aussi ce qui se passe en France en termes de dissémination du modèle coopératif à l'heure actuelle. Ce qui est important, c'est que, et je pense que on le voit souvent, c'est voir des exemples concrets de ce qui se fait. On a fait venir des élus français, on a fait venir des associations françaises pour voir les réalisations de la CODA, pour voir ce que ça voulait dire. Qu'est-ce que c'est une coopérative? Parce que pour l'instant, en France, c'est un phénomène marginal. Et il fallait qu'on trouve quels étaient les éléments du modèle genevois qui étaient transposables en France. Alors le modèle au niveau de constituer une coopérative, quelle est la nature de coopérative, constitution de groupe, ce genre de choses étaient directement transposables. Ce qui l'est moins, c'est les éléments qui sont malheureusement aussi un peu fondamentaux pour la possibilité de faire un projet, c'est l'accès au foncier et aussi le financement. Et ça, il faut admettre qu'il y a des différences non négligeables entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en France. Quel est le rôle de transfert de savoir là-dessus? Comment est-ce que vous êtes inspiré des coopératives zurichoises là-dessus? Est-ce qu'il y a eu une influence là-dessus? D'abord, on a fait venir des gens de France, à Grenoble notamment, d'Allemagne, d'Italie, pour comprendre ce que d'autres faisaient. Et donc on s'est aussi inspiré de modèles d'ailleurs pour se dire et pour montrer à nos autorités qu'il y avait une façon de vivre autrement que nous n'arrivions pas à concrétiser à Genève. Et sortant de ces... On a fait 15 jours de débat comme ça, et sortant de là, on s'est dit, il faut qu'on crée un outil professionnel pour mettre en œuvre ces choses-là. C'est souvent ça qui... Et c'est, je pense que ce que Fugvam a fait aussi, c'est de créer l'outil professionnel pour développer le modèle. Et quand Abicop m'a demandé de venir c'était à Bordeaux la première fois, où j'ai exposé ce qu'on faisait, où on avait 2 ou 3 immeubles à l'époque. Et en France, c'est parti beaucoup plus sur faisons une fédération de départements qui demanderait à l'État de changer la législation. Au moment où moi je me disais, mais pourquoi vous ne créez pas une entreprise pour développer ça? Et je pense qu'effectivement, comme tu dis, Pete, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, professionnaliser l'idéal et essayer d'aller de l'avant, de se confronter à tous les problèmes. Et c'est ce qui nous est arrivé et ce qu'on essaye de développer maintenant. On croyait qu'on était Genevois, on se rend compte qu'on est appelé dans le canton de Vaud et même ailleurs. Moi, j'aimerais me retourner vers M. Magnan, Armoup, afin que vous nous expliquiez un petit peu l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place par les fédérations des maîtres d'ouvrage d'utilité publique, notamment pour assister à la mise en place de nouvelles coopératives. Notre association, qui est une association qui appartient à la Confédération, elle est sous l'égide de l'Office fédéral du logement au niveau national avec 9 associations régionales, dont la Suisse romande est la 2e plus grande en Suisse. Alors on fédère tous les maîtres d'ouvrage d'utilité publique, alors c'est un nom un petit peu barbare. Un maître d'ouvrage d'utilité publique, c'est clairement soit une coopérative d'habitation, une fondation, ou une société immobilière, voire une société anonyme qui n'a pas de but lucratif, dont les loyers couvrent les charges
en principe, la coopérative est le pourcentage de maîtres d'ouvrage d'utilité publique le plus important au sein de notre association. Donc nous, on n'est pas dans la construction, ce dont on a parlé avant. On n'est pas des bâtisseurs, des constructeurs, mais on est plutôt l'organe qui fédère, qui aide les maîtres d'ouvrage d'utilité publique à trouver le financement, à les coacher pour leur statut, les faire devenir membres de notre association, parce que sans être membre, on ne peut pas avoir les fonds de la Confédération, puisqu'on appartient à l'Office fédéral du logement. Est-ce qu'il y a des projets de ce type-là, de faire que les vieilles coopératives aident les jeunes à se monter, ou des choses comme ça? Alors ça existe, et bien heureusement, sans même notre aide, on sait que l'esprit de solidarité est assez manifeste. Il faudrait qu'on aille dans les cantons un peu à l'instar de ce que font les Genevois avec le Groupement des coopératives de Genève, qui sous un même chapeau, permet de créer une dynamique, permet de s'entraider, puis permet de développer des terrains. On a vu qu'il y avait des transferts de connaissances qui se faisaient spontanément entre Genève et Zurich, qui se faisaient également avec la France, des transformations aussi légales qui s'incubent, qui se développent. On a vu qu'il y avait des nouveaux modèles qui se développent à l'échelle, je dirais, continentale, de ce transfert d'un côté d'un modèle anglo-saxon vers l'Europe. Et puis on a vu qu'en Amérique latine, il y avait un modèle coopératif qui se dissémine, qui s'essaime sur des dizaines de pays. Alors maintenant, moi, effectivement, je pose la question, est-ce que les coopératives peuvent contribuer de manière opérationnelle à disséminer un modèle, et est-ce qu'elles peuvent contribuer à faire que ce soit non seulement une réalisation, ce qui est le cas ici en Suisse, mais également que ce soit une idée qui se propage. Derrière la notion d'habitat coopératif, quelque part, il y a, je pense, une notion importante qui est la notion d'alternative. Et la question subsidiaire, alternative à quoi? Ou alternative pour qui? Et là, on a parfois tendance à dire c'est une alternative pour les habitants, mais ce n'est pas une alternative que pour les habitants. On a entendu aujourd'hui, c'est une alternative aussi pour les concepteurs, pour les architectes, c'est-à-dire de pouvoir produire un habitat autrement, de pouvoir créer un logement que lorsqu'on doit travailler pour un promoteur ou lorsqu'on doit travailler pour un marché plus classique, nous le permet pas. C'est une alternative aussi pour ceux qui produisent. Et on va trouver des spécificités par rapport à des contextes. Et si je dis ça, parce que je pense que c'est ça qui nous amène après à la notion de transmission, de transfert, d'extension, je pourrais dire que les coopératives, c'est effectivement des acteurs qui se mettent partiellement à l'écart des mécanismes du marché, que dans les pays du Sud créent d'autres mécanismes, qui cherchent d'une certaine manière à éliminer le promoteur classique de cette chaîne, si on ose le dire, pour redistribuer les rôles entre les acteurs. C'est-à-dire, il y a des acteurs qui sont, vous le dites, hein, est-ce que les coopératives, on va devenir des acteurs? Mais à quoi on va participer en fait? On va faire quoi? On va devenir des acteurs sociaux? On va juste choisir nos cuisines? Est-ce qu'on va participer à la construction, à la conception? On l'a entendu ce matin, est-ce qu'on va nous associer très tôt? Est-ce qu'on va nous associer plus tard? Et tout ça, c'est les coopératives d'habitation au nord et au sud. Il ne faut pas oublier que nous, petite coopérative genevoise, hein, je parle pour la mienne, voisinage, on est 30 au maximum pour le moment, parce qu'on n'a pas travaillé le fait que la participation dans la coopérative devait aussi être une participation à l'extérieur de la coopérative, que ce soit en Suisse ou que ce soit dans les échanges nord-sud. Hein. Ce n'est pas la même chose quand on parle de transfert nord-nord. On l'a vu quand deux pays, donc la France et la Suisse, se parlent. En général, ça se passe par les intéressés, par les acteurs qui sont confrontés à un problème, un besoin, et qui vont chercher eux-mêmes ailleurs déjà une solution alternative possible. Je pense que c'est très efficace parce que les gens qui vont en chercher connaissent profondément leurs problèmes, connaissent leurs limites, à quoi ils doivent faire face, et ils vont aller chercher finalement quelque chose qui leur permet d'innover, mais déjà dans un cadre assez clair, assez posé. Après, je dirais, les transferts, l'extension, bon, ce sont des mots différents. Entre le nord et le sud, et le sud et le sud, ce sont des choses plus délicates. Pourquoi? Parce que ces transferts, pour des raisons économiques et financières, se font rarement tout seuls par les acteurs, et ils se font avec l'appui quand même des organisations internationales et des gouvernements à travers l'aide au développement. C'est-à-dire, c'est comme si l'innovation pour les pays du Nord existe quand le Nord l'a vu, et non pas quand le Sud le développe. Mais le Sud tout seul, il ne peut pas aller la répandre parce qu'il manque peut-être de ses moyens
et de ces possibilités de communication et d'échange. La question que je me pose, c'est comment on passe à l'étape supérieure qui est celle de la solidarité. Bon, moi, je travaille pour un forum qui s'appelle Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale. Et dans l'idée de mondial, c'est bien le lien échelle par échelle du local au global. Ce n'est pas l'idée d'une gouvernance qui serait totalement le fait d'un gouvernement global. À partir des expériences diverses qui posent le principe qu'on peut avoir un logement à but non lucratif. Comment on arrive de proche en proche, de niveau en niveau, à fédérer, à mutualiser ces expériences, et comment on passe d'une vision très très locale de ce que l'on peut faire pour se réapproprier une pratique, une production, une consommation, à une gouvernance de la terre et du territoire. On se rend compte que les besoins de société aujourd'hui, justement, général, toute l'Europe est en crise. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce matin aussi d'arriver à ce constat de la rareté foncière, finalement. De devoir, à un moment donné, se dire, au-delà du partage des dernières petites terres où on peut construire un modèle utopique, comment est-ce qu'on fera pour la suite ? Quel type de gestion on arrivera à mettre en œuvre dans un monde déjà construit ? Est-ce qu'on doit le laisser entièrement dans les mains d'une propriété privée, ou est-ce que l'État doit se contenter de gérer sa parcelle ? Comment est-ce qu'on fonctionne là-dessus ? Justement, donc on a essayé d'ouvrir un peu le débat au niveau européen, et le point commun qu'on avait avec nos partenaires, je crois que c'était une préoccupation un peu certaine, en tout cas on cherchait un levier autour de, je dirais, la gestion de la terre, c'est-à-dire retrouver un sens de la notion de bien commun dans la gestion de la terre, partant aussi du principe que l'État, quand on lui met dans les mains la gestion du bien public, parfois il le revend dans une pulsion libérale, et donc en gros après il est plus public, il n'y a plus personne pour pouvoir le gérer. Donc à un moment donné, le bien commun consiste aussi à mettre des barrières à la gestion publique par le public, quoi. Et que donc c'est simplement dans ce sens-là, dans ce sens-là qu'il faut comprendre le modèle de gouvernance du CLT. C'est de dire la détention du bien commun, c'est évidemment dans un système de démocratie représentative les pouvoirs publics, mais c'est aussi les bénéficiaires et les gens qui entourent le truc. Moi, je pense, et c'est un modèle que j'ai proposé à 2 ou 3 reprises en France, qu'il y a en France un outil qui est très intéressant, c'est la société coopérative d'intérêt collectif. Cette société coopérative d'intérêt collectif permet de ne plus faire du territoire un lieu de conflit, mais un lieu de convergence. C'est l'idée de développer un outil pour le territoire, un outil pour les écoquartiers, comme c'est dans ce cadre-là que je l'avais présenté, mais de dire on pourrait aller tous ensemble vers un même but plutôt que de s'affronter les uns et les autres dans tout le processus de construction. Moi, j'aime bien cette idée, comment on passe à une gouvernance de la terre et du territoire. On n'a pas dit comment on fait un mouvement des coopératives. L'autre chose, effectivement, il faut qu'on devienne des interlocuteurs à part égale. Il faut qu'on puisse produire comme les autres. Comment, c'est-à-dire dans le domaine qui était autre que celui de la coopérative d'habitation, comment dans le domaine de tous les domaines qui couvrent la coopérative, on devient des interlocuteurs valables par rapport au marché. Et je pense que ces débats, on doit commencer à le faire. Et je suis d'accord qu'on a besoin de militance, mais cette militance ne suffira pas, dans la mesure où on ne deviendra pas des interlocuteurs valables. La forme coopérative n'est pas la seule forme juridique qui poursuit le même but avec les mêmes fonctions. Est-ce que Pete, tu peux commenter là-dessus au niveau du groupement de l'habitat participatif français ? Justement, effectivement, je pense que si on a réussi à faire entrer des éléments qui nous intéressent dans la loi qui est en discussion actuellement, c'est parce que depuis au moins 2010, voire 2008, en fait, les différents acteurs de l'habitat participatif, de l'habitat groupé et de l'habitat coopératif se sont mis ensemble pour le faire. Donc on a créé ce qu'on appelle la coordination pour travailler ensemble, pour trouver quels étaient nos points communs. Donc, notamment dans l'Est de la France, c'est la notion d'autopromotion, où pour nous autres Lyonnais, effectivement, c'est la coopérative pure et dure, anti-spéculative, etc. Effectivement, il faut se mettre ensemble. Et il faut, effectivement, c'est comme d'habitude, le nombre, ça fait beaucoup plus important, effectivement, en face des élus. Parce qu'on a toujours la question des élus. Vous représentez combien de projets ? Vous représentez combien de monde ?
Pourquoi je vous écouterai si vous êtes effectivement que des marginaux? Mais il faut que ça représente des milliers pour que ce soit important et que pour qu'on puisse effectivement réellement changer la donne. Là, on entre dans ce que dans la recherche on appelle en anglais, je ne sais pas comment on le dit, un scaling up, c'est monter d'échelle. Et je pense que dans cette scaling up, la question de devenir un interlocuteur du point de vue politique, elle ne passe pas par l'échange des expériences, elle passe par la recherche justement de comment interpeller quelque part ces expériences à partir des problématiques communes auxquelles elles donnent réponse. Et ce n'est pas la même chose que comparer. Quand on compare l'une à l'autre, on voit les différences, les similitudes, etc. Mais je pense qu'il faut sortir de la description des cas, qui est très utile quand on va d'une expérience à l'autre, pour commencer à interroger les expériences innovantes avec des paramètres un peu communs pour essayer de répondre. Quand je dis ça, par exemple, est-ce que vraiment la problématique de la Terre, la problématique des couches sociales, et les interpeller de cette manière-là pour faire vraiment une montée d'échelle. Je trouve que la richesse des coopératives, c'est justement qu'on invente la roue. Il y a des idées fortes qui sont venues des coopératives. Ça a été même des moteurs au niveau de la conception du logement à Genève. Et je pense que ça, c'est un élément fondamental. Alors évidemment, l'idéal, ça serait de capitaliser ces expériences pour en faire de nouvelles. C'est ce qu'on fait, nous, en tant que Building and Social Housing Foundation, mais pas que pour les coopératives, mais pour tous les projets qui ont à voir avec l'habitat. Donc si quelqu'un a envie de fonder le prix mondial pour les coopératives, je vous invite à faire ça. C'est peut-être aussi question de créer des plateformes plus permanentes qui ne soient pas que des événements comme celui-ci, pour comparer, pour réfléchir, critiquer, pour capitaliser, pour avoir un point de départ. Donc ça pourrait être intéressant d'avoir quelque chose qui justement regroupe tous les bons projets et qui fasse sortir et évidencer ce qui est bien, ce qui est adaptable, ce qui ne l'est pas. Le concept d'une plateforme un peu plus fixe qui cherche à mettre en œuvre les bonnes pratiques et à faire un projet permanent pour les mettre en lien, en fait c'est exactement un des projets sur lesquels Urban Monde travaille actuellement. Mais ça me fait plaisir que les idées viennent d'ailleurs.